Salut tout le monde. Il s'agit de la chaîne Encyclopédie. Le livre que nous interpréterons dans cet épisode s'appelle « L'homme qui a résolu le marché, comment Gene Simmons a lancé la révolution quantique ». Savez-vous qui est aujourd'hui l'investisseur le plus rentable au monde? Si vous pensez que c'est Buffett, Soros ou Dalio, vous vous trompez. Cet homme est un mathématicien. Il a collaboré autrefois avec le mathématicien chinois Shen Chengchen pour créer la célèbre théorie géométrique et a remporté la plus haute récompense en mathématiques. Il s'appelle Simmons. De 1988 à 2018, le taux de rendement annuel du fonds qu'il gérait était de 66%, et il a gagné plus de 100 milliards de dollars américains en transactions, établissant un record à l'époque. Pourquoi un mathématicien changerait-il sa carrière pour se tourner vers l'investissement financier? Sur quoi s'appuie-t-il pour dominer le marché financier? C'est le secret que ce livre va nous révéler. Comme vous pouvez le deviner, le succès de Simmons a quelque chose à voir avec les mathématiques. Oui, la méthode utilisée par Simmons s'appelle l'investissement quantitatif, ce qui est différent des méthodes d'investissement traditionnelles. Par exemple, l'investissement traditionnel exige généralement que les gens réduisent la fréquence des transactions et les frais de transaction, mais l'investissement quantitatif est le contraire, il n'a pas peur des transactions fréquentes et s'appuie même sur des transactions à grande échelle et à haute fréquence pour réaliser des bénéfices. Pourquoi est-ce? Étant donné que l'investissement quantitatif repose sur l'établissement de modèles mathématiques et l'utilisation de programmes informatiques pour exécuter des transactions, tant que son algorithme offre une opportunité de profit supérieure à 51%, le résultat d'une seule transaction n'est pas important. Les transactions de fréquence sont nécessaires pour accumuler de petites sommes, gagner plus d'argent et obtenir des bénéfices considérables. De ce fait, par rapport à l'investissement traditionnel, l'investissement quantitatif met l'accent sur la normalisation et la systématisation et peut éviter les fluctuations psychologiques et les déviations subjectives des individus, de sorte qu'il puisse surpasser l'investissement traditionnel. La relation entre les deux peut être résumée ainsi, l'investissement traditionnel s'appuie principalement sur l'expérience personnelle et le jugement subjectif pour prendre des décisions, et s'appuie sur les recherches des investisseurs sur les sociétés cotées, tandis que l'investissement quantitatif s'appuie sur des algorithmes modèles pour analyser le marché, puis prend jugement basé sur les résultats de l'analyse. Son effet décisionnel est d'une importance plus générale. C'est pourquoi l'investissement quantitatif s'est développé rapidement au cours des 30 dernières années et est devenu une tendance sur le marché financier, dont Simmons et sa Renaissance Company sont des représentants éminents. Cependant, en tant qu'investisseur financier, Simmons croit qu'il faut faire fortune en silence et ne veut pas que ses adversaires découvrent les secrets de ses gains d'argent, c'est pourquoi il a toujours fait profil bas auprès des médias. Ses méthodes d'investissement et ses informations privilégiées entrepreneuriales n'ont jamais été divulguées au monde extérieur et ce n'est qu'à la publication de ce livre que le mystère a été révélé. L'auteur de ce livre est Gregory Zuckerman, un célèbre écrivain financier américain. Il a remporté à 3 reprises le plus prestigieux Gerald Loeb Award en journalisme d'affaires et est l'auteur de The Greatest Deal in History et Shale Revolution et d'autres travaux. C'est grâce à ses efforts inlassables, en menant plus de 400 entretiens avec plus de 30 employés actuels et anciens de Renaissance Company, et en discutant avec les parents, amis et lui-même de Simmons, qu'il a écrit ce premier livre de Simmons. Le livre présente les principes techniques de l'investissement quantitatif, et parle également de l'expérience de vie de Simmons et des informations privilégiées sur le lieu de travail de Renaissance Company. C'est un ouvrage qui révèle les secrets de l'investissement quantitatif et la légende de la vie du roi du quantitatif. Ensuite, j'interpréterai ce livre pour vous sous 2 aspects. Premièrement, pourquoi l'investissement quantitatif peut-il créer des miracles pour gagner de l'argent sur le marché financier? En d'autres termes, comment les fonds d'investissement quantitatif représentés par Simmons surpassent-ils les institutions d'investissement traditionnelles? Deuxièmement, pourquoi Simmons a-t-il réussi à former une équipe d'investissement quantitatif extrêmement solide? En tant que mathématicien accompli, pourquoi Simmons est-il devenu moine à mi-chemin et s'est-il tourné vers l'investissement financier, et sur quoi s'est-il appuyé pour se motiver, lui et son équipe, à créer un miracle d'un autre monde? J'espère qu'après l'avoir écouté, vous comprendrez non seulement les tendances importantes de développement de l'investissement financier dans le monde d'aujourd'hui, mais que vous obtiendrez également une inspiration de vie sur le courage, l'imagination et la liberté spirituelle grâce à la trajectoire de vie unique de Simmons. Première partie. Voyons d'abord pourquoi l'investissement quantitatif peut créer des miracles pour gagner de l'argent sur le marché financier. Autrement dit, quels sont les avantages de l'investissement quantitatif par rapport à l'investissement traditionnel et quelles sont les particularités des fonds d'investissement quantitatif de Simmons? Commençons par l'histoire d'une personne. Cet homme, Thorpe, fut le premier mathématicien contemporain à utiliser des stratégies quantitatives pour réaliser des investissements à grande échelle, avant Simmons. Dans les années 1960, Thorpe a utilisé la recherche mathématique pour inventer une stratégie qui pourrait améliorer la probabilité de gagner au poker au blackjack. Il a amené cette méthode dans un casino de Las Vegas pour la tester, et le résultat a été invincible et une énorme victoire, obligeant de nombreux casinos à changer leurs règles pour lui. Plus tard, Thorpe l'a utilisé sur le marché financier,
effectuant des transactions de bons de souscription d'actions via des programmes informatiques et créant un fonds d'investissement professionnel. À la fin des années 1980, le fonds de Thorpe était passé de 1,4 million de dollars à 300 millions de dollars, atteignant un taux de rendement annualisé de plus de 15% après frais. À cette époque, le fonds géré par Simmons ne représentait que 25 millions de dollars. Malheureusement, Thorpe fut plus tard impliqué dans un scandale financier et le fonds fut liquidé, mettant ainsi fin à son ambition de réaliser de grandes choses. C'est également à partir de cette époque que le fonds Simmons commence à prendre la voie rapide et continue d'écrire le mythe de l'investissement quantitatif au cours des 30 années suivantes. Thorpe, comme Simmons, est un pionnier dans l'utilisation de modèles mathématiques et de procédures automatisées pour réaliser des investissements quantitatifs. Ils estiment tous que les prix des marchés financiers sont imprévisibles et affectés par de nombreuses variables, dont certaines sont difficiles à définir et n'ont peut-être rien à voir avec les fondamentaux des entreprises. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de comprendre toutes les raisons des changements du marché, à condition de trouver une méthode systématique capable de s'adapter au marché et de générer des bénéfices durables. C'est une idée centrale de l'investissement quantitatif. Alors, quelle est la différence entre un investissement quantitatif et un investissement général? Rishi Narain, un expert américain en investissement financier, a publié un livre intitulé « Ouvrir la boîte noire de l'investissement quantitatif » qui répond spécifiquement à cette question. Il estime que la principale caractéristique de l'investissement quantitatif est la systématisation et l'automatisation, c'est-à-dire une recherche rigoureuse et une exécution systématique des transactions. Ce qui compte, ce sont les différentes méthodes d'exécution, et non la question de savoir si des calculs mathématiques sont utilisés ou quelle philosophie d'investissement est basée. En d'autres termes, que vous croyez à l'investissement de valeur de Buffett ou à l'investissement de tendance qui suit les hauts et les bas, vous pouvez les transformer en investissement quantitatif. Par exemple, quelqu'un aime les actions sous-évaluées, c'est-à-dire les actions avec un faible ratio cours-bénéfice. En théorie, il peut calculer le ratio cours-bénéfice de chaque entreprise, rechercher manuellement les actions les moins chères et les acheter. Manuellement. Il s'agit d'un investissement traditionnel, il peut également compiler un ensemble de programmes informatiques qui parcourent toutes les bases de données sur les ratios cours-bénéfice, trouvent les actions qui répondent à des critères prédéfinis et les achètent automatiquement. Il s'agit d'un investissement quantitatif. Leurs modes opératoires sont différents, mais le stock acheté et les raisons de l'achat sont finalement les mêmes. Bien entendu, avec l'aide des ordinateurs, l'investissement quantitatif peut réaliser des choses que l'investissement traditionnel ne peut pas réaliser. Par exemple, certaines personnes pensent que les cours des actions conserveront un certain degré d'inertie lorsqu'ils changent, c'est-à-dire que la hausse ou la baisse se poursuivra pendant un certain temps. Si vous effectuez un suivi rapide et achetez puis vendez lorsque les actions augmentent, vous serez très probablement en mesure de gagner une différence de prix. Toutefois, afin de diversifier les risques, il est nécessaire d'acheter un grand nombre de ces actions, ce qui est difficile à réaliser par des opérations manuelles seules. Mais avec l'aide de programmes informatiques, vous pouvez récupérer instantanément le prix, le volume des transactions, le ratio cours-bénéfice et d'autres données de milliers d'actions, puis acheter et vendre selon des conditions prédéterminées, ce qui améliore considérablement l'efficacité. Tout comme pour la construction d'une voiture, il existe de nombreux processus pour lesquels il n'y a aucune différence entre l'installation de pièces à la main ou à la machine, mais sous certaines exigences de précision ou de vitesse, les machines sont plus efficaces que la main-d'œuvre. De cette manière, l'investissement quantitatif présente certains avantages par rapport à l'investissement traditionnel. En plus de la vitesse rapide et de la large couverture mentionnée ci-dessus, il peut également effectuer une inspection des données. En d'autres termes, lorsque vous développez une certaine stratégie d'investissement rentable, vous pouvez utiliser des données historiques pour la tester et voir quels seront les rendements afin de déterminer si cette stratégie est susceptible de fonctionner. Plus important encore, l'investissement quantitatif peut également surmonter les préjugés psychologiques des gens. Il utilise des programmes informatiques pour mettre en œuvre strictement des stratégies d'investissement, ce qui peut éliminer l'arbitraire des jugements subjectifs des gens, éviter les erreurs causées par les fluctuations émotionnelles et être plus susceptible d'obtenir des rendements stables. C'est pour cette raison que l'investissement quantitatif s'est développé rapidement au cours des 30 dernières années et qu'un grand nombre de sociétés de fonds utilisant l'investissement quantitatif ont émergé sur le marché. Le livre mentionne qu'en 2019, la taille des fonds d'investissement quantitatif mondiaux a dépassé 2000 milliards de dollars américains et que la part des hedge funds et du trading quantitatif a atteint 30%, et que cette tendance continue de s'accentuer. Alors, en quoi le fonds d'investissement de Simmons se démarque-t-il? Autant s'intéresser à l'expérience entrepreneuriale de Simmons, mathématicien d'origine, qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat et l'investissement financier en 1978. Cela n'a pas réussi au départ. Bien que les partenaires qu'il a embauchés soient tous des mathématiciens exceptionnels, l'entreprise n'a pas réussi à trouver un moyen stable de gagner de l'argent et n'a presque pas gagné d'argent au cours des 10 premières années. Ce n'est qu'en 1989 que l'associé de l'époque, Burl Kahn, a poussé l'entreprise à se concentrer sur le trading à haute fréquence, et que l'entreprise a commencé à réaliser des bénéfices. En 1993, 2 autres experts en apprentissage automatique se sont joints pour aider l'entreprise à atteindre un certain nombre.
De percées technologiques clés, augmentant la taille du fonds. Ce n'est qu'en se développant rapidement et en obtenant des rendements stables et élevés sur une échelle de 5 à 10 milliards de dollars que la situation pourra s'ouvrir. Après être entré dans le nouveau siècle, Renaissance Company est devenue célèbre à Wall Street. Les gens ont été surpris de constater que même en 2007, lorsque la crise des prêts hypothécaires à risque a éclaté, le taux de rendement de son fonds médaillon atteignait encore 85%. À cette époque, quelqu'un a calculé que de 1988 à 2018, le taux de rendement annualisé de ce fonds atteignait 66% et qu'il avait rapporté plus de 100 milliards de dollars de transactions. Simmons a obtenu le titre de « roi de la quantification ». Alors, quel est le secret du succès de Simmons? Étant donné que Simmons attache une grande importance au respect des secrets d'affaires, les employés de Renaissance doivent signer un document de confidentialité de 30 pages, dont la période de validité s'étendra jusqu'à la retraite. Le monde extérieur ne peut que spéculer à ce sujet. Sur la base de l'introduction de ce livre et du contenu associé, je l'ai résumé en 3 points. La première consiste à prêter attention aux anomalies du marché. Le livre mentionne que Renaissance utilisera des programmes informatiques pour surveiller les marchés financiers, tout comme les astronomes utilisent des super équipements pour observer l'espace. Une fois qu'une anomalie est découverte, à condition qu'elle se produise suffisamment fréquemment et qu'elle soit statistiquement significative, elle peut être utilisée comme signal de trading pour tester les données. Si la vérification réussit, la transaction est exécutée via un programme informatique. De cette manière, ils saisissent de nombreuses opportunités que les investisseurs ordinaires ne peuvent pas trouver. Bien sûr, Simmons et son équipe ne croiront pas ces règles ridicules. Par exemple, il serait trop mystérieux de dire que les actions dont les codes boursiers commencent par A auront de meilleurs résultats. Cependant, si le volume des transactions des 3 jours précédents est divisé par la variation des prix pour refléter la tendance du marché, un tel signal peut être utilisé comme référence. Autre exemple, le cours de la bourse lundi est souvent dans la continuité de la tendance de vendredi, mais la tendance s'inversera mardi. Cette règle peut être prise en considération. La seconde est le recours au trading à haute fréquence. Comme mentionné précédemment, en 1989, Burlequin a poussé Renaissance à se concentrer sur le trading haute fréquence à court terme, de sorte que le fonds médaillon a commencé à réaliser des bénéfices stables et élevés. La base de Burlequin est qu'il y a tellement de jeux de hasard dans le casino chaque jour. Tant que plus de la moitié des jeux de hasard sont rentables, le casino dans son ensemble gagnera de l'argent. Il en va de même pour le fonds médaillon, tant qu'il garantit que le trading quotidien à haute fréquence a une probabilité de plus de 51% de gagner de l'argent, l'entreprise peut réaliser des bénéfices stables. Ceci est similaire au modèle de profit d'un casino, tant qu'ils ont un petit avantage, les jeux répétés à haute fréquence garantiront que la loi des grands nombres est de leur côté. Lorsque cette approche a été adoptée, il est resté à Renaissance plus de 20 millions de dollars. Leur fréquence de négociation s'est fortement accélérée et la durée moyenne de détention du sous-jacent est passée d'1 semaine et demie à 1 jour et demi. L'effet est également immédiat. En 1990, leur taux de rendement après frais a atteint 55%, en 1993, la taille du fonds a atteint 280 millions de dollars, en 1994, le taux de rendement du fonds a atteint le chiffre étonnant de 71%. Le chemin légendaire de la Renaissance Company a commencé. Plus tard, l'entreprise a pu réaliser entre 150 000 et 300 000 transactions chaque jour, la transformant en une machine magique pour gagner de l'argent. Le troisième est l'auto-évolution continue. Comme mentionné précédemment, l'association de 2 experts en apprentissage automatique en 1993 a aidé Renaissance Company à réaliser des percées technologiques clés et à augmenter rapidement la taille de son fonds. Selon l'auteur de ce livre, l'équipe de Simmons a utilisé un outil mathématique appelé « modèle de Markov caché » pour prédire les cours des actions. En théorie mathématique, un modèle de Markov fait référence à un ensemble d'une série d'événements. La probabilité du prochain événement est déterminée par l'état de l'événement en cours. Le « modèle de Markov caché » signifie que la séquence d'événements elle-même est également inconnue et est un modèle plus complexe. Processus bistochastique. Bien entendu, nous n'avons pas besoin ici d'approfondir sa signification académique, il suffit de savoir qu'elle est extrêmement similaire aux variations de prix sur les marchés financiers. Alors, qu'y a-t-il de si génial dans la méthode d'investissement du « modèle de Markov caché » Selon Lu Shen, docteur en mathématiques appliquées de l'Université de New York et expert financier, le « modèle de Markov caché » est différent des modèles quantitatifs généraux, vivant comme un parasite dans un environnement de données historiques données. Au contraire, il détectera constamment l'environnement du marché. Changé, ajustera les paramètres structurels du modèle pour se protéger contre les changements, devenant ainsi le niveau le plus évolué du modèle quantitatif. Tout comme dans l'évolution biologique, les dinosaures étaient autrefois les dirigeants les plus puissants de la chaîne alimentaire, mais ils ont disparu parce que l'environnement a changé et ils n'ont pas pu s'adapter au nouvel environnement. Au contraire, les blattes peuvent constamment se changer, s'adapter au nouvel environnement. Environnement et survivre avec ténacité. C'est là toute la puissance des modèles de Markov cachés. Après avoir entendu cela, vous pourriez vous demander, quelle que soit la puissance des méthodes d'investissement de Renaissance, qu'est-ce que cela a à voir avec les gens ordinaires? Oui,
Si nous ne sommes pas engagés dans des investissements financiers professionnels, la technologie de l'investissement quantitatif n'a que peu d'intérêt pour les gens ordinaires. Mais on peut quand même s'inspirer de sa stratégie d'investissement. Par exemple, il est très sensible aux phénomènes anormaux, et les opportunités de gagner de l'argent dans l'investissement quantitatif commencent par la recherche de phénomènes anormaux. Un autre exemple est qu'il ose briser la tradition, et le fonds de Simons adopte le trading à haute fréquence, qui est le plus tabou dans l'investissement traditionnel, et a obtenu des rendements stables et élevés. L'important est de suivre le rythme de son temps, comme le reflète le modèle de Markov caché. Le fonds médaillon ajuste constamment ses méthodes de négociation pour s'adapter à l'environnement changeant du marché. C'est peut-être la raison la plus importante du succès de Simons et de son équipe. La seconde partie. Mais la question suivante est de savoir pourquoi Simons peut former une équipe d'investissement quantitatif extrêmement solide, et sur quoi s'appuie-t-il pour se motiver, lui et son équipe, à créer des miracles sur le marché financier. Dans l'expérience de vie et l'histoire entrepreneuriale de Simons, nous pouvons voir de nombreux points brillants, tels que le génie, le succès et la richesse. Mais je suis particulièrement d'accord avec un point de vue, le mot-clé le plus important dans la vie de Simons n'est pas le génie, le succès ou la richesse, mais la liberté. Simons a voyagé entre plusieurs identités étroitement gardées tout au long de sa vie, incarnant une liberté précieuse. Cette liberté est née d'un courage et d'une imagination extraordinaires, et a également constitué la principale force motrice de sa transition de vie et de sa réussite professionnelle. Simons peut être considéré comme un génie. Il était un mathématicien exceptionnel avant de faire des investissements financiers. Il a obtenu un doctorat à l'âge de 24 ans et a été employé par le département américain de la défense en cryptographie. À l'âge de 30 ans, il a été invité à présider le département de mathématiques de l'Université d'État de New York à Stony Brook. En 1976, Simons, 38 ans, a remporté le prix Oswald Veblen de l'American Mathematical Society pour la théorie de Chern-Simons, proposée conjointement avec Shen-Cheng Chen, représentant le plus haut niveau de recherche géométrique. Cette théorie s'applique à de nombreux domaines de la physique, comme la matière condensée, la théorie des cordes et la supergravité, et même au développement des ordinateurs quantiques. Cela a établi Simons comme maître en mathématiques et en physique. Mais personne ne s'attendait à ce qu'en 1978, Simons décide de quitter le monde universitaire et de créer sa propre société d'investissement. Ses proches, amis et collègues ont été choqués. Ils pensaient qu'un mathématicien comme Simons n'apprécierait pas gagner de l'argent parce que cela l'empêcherait de poursuivre des objectifs plus élevés. Même si tout le monde ne l'a pas dit, ils sentaient dans leur cœur que Simons gaspillait son talent. Le livre rapporte que le père de Simons a personnellement déclaré à un collègue de Simons lors d'une réunion de parents et d'amis : « Je préfère dire que j'ai un fils qui est professeur plutôt qu'un fils qui est homme d'affaires. » Cela montre qu'il était déçu du choix de Simons. De ce point de vue, la décision de Simons peut être qualifiée de courageuse. Non seulement il doit faire face à des regards étranges de la part de son entourage, mais en tant qu'érudit de classe mondiale, il lui sera difficile de s'expliquer si son changement de carrière échoue. En fait, le fonds de Simons n'a pas connu de succès au cours des 10 premières années, mais il a connu des rebondissements. Premièrement, de 1979 à 1982, les bénéfices de l'entreprise ont atteint 43 millions de dollars américains et ses fonds ont presque doublé. Mais une série d'échecs a rapidement suivi et le partenariat s'est rompu, ne laissant plus que 20 millions de dollars en 1989. Simons a dû arrêter de nombreux investissements et s'est retrouvé dans d'énormes difficultés. Ses collègues ont émis l'hypothèse que Simons pourrait fermer l'entreprise. Mais contre toute attente, Simons a persisté et a attendu le moment d'obscurité et de lumière. Qu'est-ce qui a soutenu l'entrepreneuriat de Simons et a marqué le début d'un revirement ? Bien sûr, le désir de gagner de l'argent est ici inévitable. D'après le livre, Simons avait faim d'argent. Il aime acheter de bonnes choses, même s'il ne mène pas une vie luxueuse. Simons comprend que la richesse peut rendre les gens indépendants et influents. Ses amis pensaient que Simons voulait gagner de l'argent pour changer le monde. Mais plus important encore, Simons possédait la curiosité et l'imagination d'un mathématicien concernant les marchés financiers. En fait, plusieurs années avant de démarrer son entreprise, il a publié un article intitulé « Modèle de prévision probabiliste du comportement boursier », estimant qu'il était possible de trouver une méthode de négociation avec un rendement annualisé de 50%. Et il croit toujours que les prix suivent des règles, et Simons espère identifier les règles de prix sur les marchés financiers en établissant des modèles mathématiques. D'une certaine manière, Simons considère gagner de l'argent sur les marchés financiers comme un casse-tête mathématique à résoudre. Par conséquent, bien que le développement de Renaissance Company ait connu des rebondissements et que les domaines d'investissement aient continué à se développer, des devises alors, en passant par les contrats à terme et les actions, la plupart des personnes clés embauchées par Simons venaient du monde mathématique. Simons a pu attirer et amener son équipe à approfondir continuellement les marchés financiers grâce à sa curiosité et à son imagination dans la résolution de problèmes mathématiques. Cependant, ce problème est dynamique, c'est pourquoi Renaissance Company continue d'ajuster sa stratégie commerciale et l'équipe de base change constamment. Par exemple, lorsqu'il a démarré son entreprise,
Simons s'est principalement appuyé sur son ancien collègue Baum, qu'il a embauché au ministère de la Défense. Après 1984, le modèle mathématique développé par un autre associé, Akers, a dominé la plupart des transactions de l'entreprise. Après 1986, l'entreprise Carmona et Burlekamp ont également été embauchés pour renforcer le système de trading automatisé. La plupart de ces personnes sont d'éminents spécialistes en mathématiques, et certaines ont même des algorithmes qui portent leur nom. La vision et les relations de Simons en tant que mathématicien de haut niveau lui ont permis de former une équipe d'investissement quantitatif extrêmement solide et de progresser vers la résolution du problème. Finalement, en 1989, Renaissance marque un tournant. Premièrement, Burlekamp a poussé le fonds Médaillon à passer au trading haute fréquence à court terme, ce qui lui a permis d'obtenir un taux de rendement annualisé de 33% pendant 3 années consécutives et son échelle de gestion a atteint 100 millions de dollars américains. En 1993, l'entreprise décide de s'impliquer en bourse et Simons engage 2 experts en apprentissage automatique d'IBM, Peter Brown et Robert Mercer pour aider l'entreprise à réaliser des percées. Ils ont développé un système de négociation d'actions capable d'apprendre et de s'adapter de manière indépendante pour trouver des opportunités de trading optimales. C'est exactement ce dont Simons rêvait il y a des années. Grâce à ce système, le développement de l'entreprise est entré dans une période explosive. De 1994 à 1999, le taux de rendement annuel moyen dépassait 50%. En 2000, le taux de rendement après frais du fonds Médaillon atteignait 99%, et les fonds de l'entreprise ont augmenté à près de 4 milliards de dollars américains, s'engageant sur la voie du couronnement du roi de la quantification. Alors, comment Simons dirige-t-il ces génies académiques dotés de personnalités pleines et d'une intelligence extraordinaire? Il a préconisé la nécessité pour les scientifiques et les mathématiciens de débattre et de partager des idées. Les sociétés d'investissement généralistes permettent généralement aux chercheurs de travailler de manière isolée, mais Simons a insisté pour que le Médaillon Fund soit équipé d'un système commercial global unique. Tous les employés ont accès au code source derrière l'algorithme de trading et peuvent essayer de modifier le code pour améliorer le système commercial. Chez Renaissance, une saine pression concurrentielle entre collègues est un outil de motivation essentiel. Chercheurs et programmeurs passent beaucoup de temps à présenter leurs résultats, essayant de s'impressionner mutuellement, du moins sans se mettre dans l'embarras devant leurs collègues. Ici, vous vous sentez sous pression si vous ne faites pas beaucoup de progrès, et résoudre des problèmes difficiles est le meilleur moyen de montrer votre estime de soi. Bien entendu, les incitations monétaires sont également cruciales. Par exemple, lorsque Simons a débauché Mercer et Brown d'IBM, il leur a d'abord proposé le double de leur salaire. 2 ans plus tard, il a été promu associé et a bénéficié d'actions dans l'entreprise. En plus du salaire, les employés généraux recevront des primes tous les 6 mois. Que vous découvriez de nouveaux signaux de trading ou que vous effectuiez une analyse de données, vous serez largement récompensé pour un travail bien fait. Ainsi, avec le développement rapide de Renaissance Company, le revenu annuel de certains employés atteint des millions, voire des dizaines de millions de dollars, créant un groupe d'ingénieurs et de scientifiques riches. De nombreuses personnes ont acheté des maisons de luxe à proximité de l'entreprise. Simons a acheté une villa de 57 000 m² offrant une vue imprenable sur le littoral de Long Island et sur toute la baie. Il possède un yacht de 100 millions de dollars avec une salle à manger formelle pouvant accueillir 20 personnes, un foyer au bois, un jacuzzi spacieux et un piano à queue. Cela peut être considéré comme un symbole de la prise de conscience par Simons de la liberté financière et une représentation vivante de « la connaissance crée la richesse ». Cependant, à mon avis, l'application de la richesse par Simons reflète la liberté spirituelle d'une personne. En 2008, sa valeur nette s'élevait à environ 8,5 milliards de dollars américains et atteindrait 28,6 milliards de dollars américains en 2022. En tant que milliardaire le plus intelligent du monde, sélectionné par le Financial Times, Simons et son épouse ont cofondé la Fondation Paul Simons, dotée d'un budget annuel de 450 millions de dollars pour financer des projets médicaux, éducatifs et scientifiques. Par exemple, l'American Mathematical Association, qu'il a contribué à créer, verse chaque année une allocation de 15 000 dollars américains à chacun des plus de 1000 professeurs de mathématiques exceptionnels de la ville de New York. Elle organise également de nombreux séminaires et ateliers, établissant ainsi un système éducatif de haut niveau. Normes d'enseignement et enthousiasme du groupe. La Fondation Simons se concentre également sur l'autisme. Il a créé une banque d'échantillons génétiques couvrant 2800 familles pour promouvoir des traitements ciblés contre l'autisme. Il a également investi 100 millions de dollars américains, tous les bénéfices de l'investissement étant utilisés pour rechercher l'autisme et améliorer la vie des patients autistes. Le fonds de Simons est la 2e plus grande fondation privée pour la recherche scientifique fondamentale aux États-Unis. Son don reflète l'exploration d'un territoire inconnu par un scientifique. En 2014, la Fondation Simons a embauché des astrophysiciens de l'université de Princeton pour résoudre l'éternel sujet de « Comment l'univers est né ». Elle a investi 75 millions de dollars pour construire un observatoire géant équipé d'un réseau de télescopes ultra puissants dans le désert d'Atacama en Amérique du Sud à 5000 mètres d'altitude.
C'est un endroit idéal pour mesurer le rayonnement cosmique des micro-ondes, rechercher des preuves du Big Bang, démontrer le processus de formation de l'univers et élargir la compréhension humaine de l'univers et de l'origine de la vie. Comme l'indique le livre, Simons a consacré une grande partie de sa vie à résoudre des énigmes. Dans ses premières années, il se concentrait sur les problèmes mathématiques et le déchiffrement des codes militaires. Plus tard, il s'est consacré à la résolution des schémas de fluctuation des marchés financiers. Après avoir acquis une énorme richesse grâce à des investissements financiers, il se consacre à la recherche sur l'origine du monde. Cette curiosité et cette exploration de domaines inconnus semblent être non seulement son objectif de gagner de l'argent, mais aussi sa motivation et son outil pour gagner de l'argent. Quelle liberté enviable! Maintenant, passons en revue. Dans la première partie, nous avons présenté les différences entre l'investissement quantitatif et l'investissement général. La question n'est pas de savoir s'il faut utiliser les mathématiques ou sur quelle philosophie d'investissement se baser, mais comment les mettre en œuvre. La principale caractéristique de l'investissement quantitatif est la systématisation et l'automatisation des transactions à l'aide de la technologie informatique. Que vous croyez à l'investissement de valeur de Buffett ou à l'investissement de tendance qui suit les hauts et les bas, vous pouvez les transformer en investissement quantitatif. Bien sûr, il peut également faire certaines choses que les investissements traditionnels ne peuvent pas faire, comme une vitesse rapide, une large couverture et une vérification pratique des données. Plus important encore, il peut éliminer l'arbitraire du jugement subjectif humain et éviter les erreurs causées par les fluctuations émotionnelles. Susceptible d'obtenir des rendements stables. Bien entendu, il convient de rappeler ici que le trading quantitatif n'est qu'un outil et une méthode d'investissement, et qu'aucune méthode ne garantit de gagner de l'argent sans en perdre. Si vous voulez résumer la philosophie fondamentale de Simons en matière d'investissement quantitatif, c'est le principe incarné dans le modèle de Markov caché, selon lequel les choses changent constamment et doivent toujours être ajustées en fonction de la situation actuelle pour suivre le rythme du temps. En d'autres termes, il n'y a pas de secret pour réussir, seulement une évolution constante, il n'y a pas de formule universelle, seulement une révision constante. C'est peut-être la raison la plus importante du succès de Simons et de son équipe. En tant que citoyens ordinaires, nous devons garder à l'esprit que le marché et les risques évoluent constamment et que les investissements doivent être effectués avec prudence. Dans la deuxième partie, nous présentons l'expérience de vie et l'histoire entrepreneuriale de Simons. Le point que je veux vous transmettre est le suivant, le mot-clé le plus important dans la vie de Simons n'est pas le génie, le succès ou la richesse, mais la liberté. Simons a erré entre plusieurs identités étroitement gardées tout au long de sa vie, incarnant une liberté précieuse. Cette liberté est née d'un courage et d'une imagination extraordinaires, et a également constitué la principale force motrice de sa transition de vie et de sa réussite professionnelle. Mathématicien accompli, Simons est devenu moine à mi-chemin et s'est tourné vers l'investissement financier, que l'on peut qualifier de courageux. Non seulement il doit faire face à des regards étranges de la part de son entourage, mais s'il ne parvient pas à changer de carrière, il lui sera difficile de s'expliquer. Qu'est-ce qui soutient le parcours entrepreneurial de Simons? En plus des incitations liées à l'argent et à la richesse, il a toujours cru que les prix avaient des règles à suivre. D'une certaine manière, Simons considère l'investissement comme un casse-tête mathématique à résoudre. Sa curiosité et son imagination pour le marché financier lui ont permis de former une équipe d'investissement quantitatif extrêmement solide et de finalement réussir grâce à des efforts inlassables. Il faut savoir que bien que Simons ait un talent pour les mathématiques, il étudie les mathématiques théoriques plutôt que les mathématiques appliquées et n'a aucun avantage sur les gens ordinaires face à l'investissement. Simons n'a pas suivi de cours formels de finance et ne s'est pas non plus spécialisé dans les connaissances commerciales. À 40 ans, il faisait ses premiers pas sur le marché des capitaux et même 10 ans plus tard, il n'a pas fait de progrès majeurs. Mais en fin de compte, il a dirigé un groupe de scientifiques qui étaient également des novices en investissement, pour créer de nouveaux miracles en explorant la logique sous-jacente des choses, sans suivre aveuglément les méthodes d'investissement existantes, et en utilisant leur expertise et leurs efforts inlassables. Dans cette histoire, la persévérance dans l'exploration, la pensée indépendante et la recherche de la vérité à partir des faits sont les qualités qui méritent le plus d'être rappelées. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.